Nouvel épisode d'Échange authentique et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Adrien Dufour. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Bonjour Stéphane, ça va bien? Et toi? Bien, alors on sent tout de suite à ton accent. D'où viens-tu Adrien? Écoute, je viens de la région de Namur en Belgique. En Belgique, super. Est-ce que tu peux te présenter? On va commencer tout simplement. Je vais le dire déjà, tu es directeur donc de la clinique Saint-Luc Bouge à Namur, mais j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur toi. Oui, eh bien écoute, en fait je suis infirmier de formation, spécialisé dans tout ce qui est soins intensifs et de médicale urgente. J'ai eu la chance d'avoir un parcours divers et varié qui a touché à la fois à l'informatisation des dossiers, à la gestion de proximité, à la gestion plutôt de management intermédiaire. Et je suis devenu directeur d'un département en 2015, département infirmier, et puis j'ai évolué vers également l'informatique, la communication. Et donc depuis maintenant 2022, je suis directeur général de l'institution avec beaucoup de plaisir et aussi un parcours dans les soins à domicile et dans la digitalisation. Waouh, sacré parcours, sacré parcours. Une vingtaine d'années, si j'ai bien compris, pour arriver à ce poste-là. Si tu reviens un petit peu sur le fil de ton parcours, qu'est-ce qui t'a permis de développer justement? Quelles sont les compétences que tu as pu développer dans ces domaines-là et qui t'ont permis justement de franchir des caps? Je pense que la première chose, c'est vraiment la curiosité dès le départ et de pouvoir re-questionner, je ne vais pas dire en permanence, mais fréquemment le statu quo ou les éléments qui sont posés. Et donc, par exemple, j'ai eu une expérience à l'île de la Réunion pendant un peu moins d'un an, où on a croisé des croyances différentes avec des chouettes échanges culturels sur différentes choses par rapport à la thématique du soin, de la santé. Et donc, ça permet de prendre conscience qu'il y a différentes réalités, il y a surtout un respect de la singularité des personnes. Et donc, c'est comment travailler sur la communication, la compréhension et d'aller de l'avant. Et donc, au fur et à mesure, c'est ce qui a caractérisé, entre guillemets, je pense, mon évolution, c'est de rester curieux, de cultiver cette soif d'apprendre et d'essayer de se sortir de sa zone de confort en permanence que pour pouvoir se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut aller creuser comme sujet ou qu'est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher en plus comme compétence ou comme connaissance qui peut contribuer demain à une évolution ou à une meilleure compréhension des choses. Ok, super. Je réfléchissais en même temps que tu avançais. Tu as un parcours qui est quand même assez éclectique. Il y a plein de choses différentes dans le digital, tu mets de l'humain beaucoup aussi dans ce que tu fais. Comment tu as réussi, toi, à justement cumuler toutes ces compétences petit à petit et justement te dire, bah, ça, plus ça, plus ça va me permettre de faire quelque chose d'intéressant sur la fin. Alors, le cumul est toujours lié au fait de se dire, euh, est-ce qu'il y a un intérêt de faire la chose pour lequel bah, j'ai l'envie et j'ai l'intérêt de le faire? Alors, ce n'est pas un intérêt qui est au sens financier de la chose, c'est quelque chose Mhm. d'important. C'est dans le fait de pouvoir, à un moment donné, bénéficier d'une connaissance plus approfondie ou simplement parfois d'une culture générale sur certains sujets qui me permet de rebondir ou de questionner d'autres éléments. Exemple, pendant des années, j'étais, et je le suis encore, fasciné par tout ce qui est management humain. Et donc, on va très loin dans la lecture, dans la formation et autres. Mais en même temps, aujourd'hui, je me forme un peu plus sur tout ce qui est digitalisation, intelligence artificielle et autres, sans pour autant être un expert. Mais après, on peut faire des liens faciles entre Mhm. bah, tiens, management humain et technologie. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et donc, est-ce que ça pose des questions de philosophie? Hop. Et donc, c'est vraiment d'essayer de rebondir de sujet en sujet pour qu'au fur et à mesure, ça fasse un tout cohérent et que cette envie d'apprendre reste permanente. Et je pense que le jour où je ne trouve pas la résonance ou l'écho sur est-ce que j'ai créé ou est-ce que j'ai appris quelque chose de plus qui peut m'être utile dans la pratique de tous les jours et pour l'hôpital, alors peut-être que je dois réorienter un peu ma zone de formation. Et donc, il y a des formations où j'ai été une fois, je me dis, bon, c'est chouette, mais concrètement, demain, qu'est-ce que je peux en faire? Bof, alors Ouais. ça peut être une vision très court-termiste, mais c'est aussi le fait de se dire, bah, tiens, cette formation me renvoie vers un bouquin, je peux acheter le bouquin, il va rester là 3 4 mois, 6 mois, un an, puis j'ouvrir le bouquin et je vais me dire, ah, bah, tiens, tout compte fait, ça peut avoir une utilité. Et donc, c'est vraiment d'essayer de créer un écosystème qui va me permettre d'utiliser tout ça au profit de ma fonction et vraiment ouais, de l'institution dans laquelle je suis. C'est intéressant parce que là, tu mixes à la fois ta curiosité,
et puis forcément un intérêt perso ou professionnel derrière. Euh, Comment tu arrives à dire, tiens, j'ai envie d'aller là-dedans, peut-être que ça va me servir à quelque chose. Est-ce que tu as un petit déclic qui se fait quand tu te dis, tiens, c'est ça que je veux faire pour la suite? Mais je pense que enfin, je vais pas dire que c'est un peu comme un amour, mais c'est un peu le coup de foudre en fait. Ouais. Le fait de se dire, tiens, si à un moment donné, quand on est face à quelque chose, quand on écoute quelqu'un, quand on lit un article ou autre, on se dit, tiens, là il y a un intérêt, là il y a vraiment un intérêt, il y a quelque chose qui résonne, c'est d'aller le creuser en fait. Et c'est vraiment c'est de rester curieux et de rester dans cette logique d'apprendre à apprendre et de pas rester figé. Aujourd'hui, on peut être noyé par l'information. On peut être guidé aussi dans l'information, malheureusement, parce que bah, si on clique sur certains liens, ben, on sait qu'on va être de plus en plus dirigé vers ces liens. Et donc, c'est vraiment le fait de rester ouvert. Et donc, un réflexe, par exemple, qui est une bêtise, mais tous les matins, j'ouvre trois ou quatre journaux différents, par exemple, où je me dis, bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme information? Et ce sont des journaux qui peuvent être à la fois de la presse locale, régionale, voilà, ou vraiment nationale ou internationale. Euh, mais c'est aussi des abonnements à des revues bah, qui touchent à la gestion, qui touchent aux tendances actuelles, et de se dire, ben voilà, ça permet d'avoir cet œil ou cette attention. Et parfois, bêtement, c'est un podcast dans la voiture ou autre, et c'est vraiment dire, ah, là, j'ai accroché avec quelque chose, et pourquoi pas. Et ça peut toucher tous les sujets. C'est comme un jour, j'ai entendu il y a 3 ans maintenant un neurologue brillant qui parlait de la méditation. Et je me suis dit, mais tiens, comment un neurologue peut-il parler de la méditation? Euh, et au final, ça m'a permis de me dire, bah, OK, je m'embarque demain sur tout ce qui est formation en mindfulness, en programme de euh, pratique de cette mindfulness et autres, et de dire, bah, ça devient un outil aussi qui permet de prendre du recul, de se Mm. poser parfois. Et voilà, et si j'avais peut-être pas entendu une fois Stephen Lorais parler de ça, peut-être que je serais passé complètement à côté. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je préconise dans le fait de dire, bah, OK, pour prendre du recul, ça peut être sympa de temps en temps de se poser et d'essayer je ne vais pas dire méditer, mais d'être dans une logique de pleine conscience ou pleine présence, du moins. Top. Est-ce que on pourrait considérer que tu es un serial appreneur, on va dire ça comme ça, un serial learner. Est-ce que tu as vu une évolution toi aussi dans tes capacités à apprendre au fur et à mesure que tu rajoutes des étages? Est-ce que tu as évolué toi aussi et en quoi? Oui, bon, après il y a un côté qui est, ça il faut pas se le cacher, il y a un côté qui est un côté addictif, dans le fait de se dire, bah tiens, j'ai réussi cette formation ou j'ai appris telle chose, est-ce que je peux pas aller un peu plus loin demain et comment on reporte un peu là-bas. Euh, Ce qui a fortement changé pour moi, c'est il y a 2 ans, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre la période estivale pour me dire, bon, pourquoi pas faire une ou deux formations en ligne en plus, ça pourrait être sympa. Et en fait, une fois que j'ai commencé ça et que j'ai pris goût, bah, c'est quelque chose que je continue en permanence. Et effectivement, il y a le côté peut-être qui est peut-être un peu insatisfait et de pouvoir toujours aller de l'avant. Et donc là, c'est le tout de trouver un équilibre sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Sans pour autant se noyer, parce que c'est vrai que le risque, il est parfois là dans le fait d'un excès de formation. Mais, euh, mais euh, aujourd'hui, mon sentiment, c'est que personne ne peut dire je n'ai pas les moyens d'apprendre ou je n'ai pas les moyens de... Parce qu'il y a tellement de choses qui existent, qui sont des choses de qualité, du plus accessible à un peu moins accessible, que ce soit en ligne, que ce soit en podcast, que ce soit en présentiel. Il y a tellement de choses qui existent, ce serait dommage de s'en priver. Et c'est vraiment ça. Et en fait, c'est passer de la curiosité à la soif d'apprendre. Et aujourd'hui, vraiment, ce qui a changé chez moi, c'est vraiment d'essayer de communiquer aussi cette soif d'apprendre aux autres. Et de se dire, s'il vous plaît, ne restez pas dans un état qui est un état qui ne remet pas en question le statu quo ou qui ne remet pas en question vos connaissances. Et quand je dis remettre en question, c'est à minima s'ouvrir sur de nouvelles opportunités, de nouvelles fenêtres en termes d'apprentissage, et Dieu sait qu'il y en a. Une des difficultés aujourd'hui par rapport
à ce nombre d'informations, de formations et autres, c'est quel est le bon, enfin, quel est Mm. le bon choix, entre guillemets, pour ne pas se tromper. Si on continue dans ton poste maintenant, directeur général de la clinique, tu es quand même dans une approche plutôt participative et justement, tu encourages, si je ne me trompe pas, à apprendre. Comment tu as pu mettre ça en place au sein de la clinique, s'il y a des outils particuliers ou des projets particuliers que tu as mis en place au sujet de l'évolution, on va dire, personnelle ou individuelle? Et donc, un des derniers projets qu'on a mis ici en place, et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très chouette, c'est le plan stratégique de l'hôpital s'arrête en 2024, et donc il y a une volonté de travailler sur un plan stratégique. Et la volonté exprimée au niveau du comité de direction est de dire que on peut travailler sur un plan stratégique à partir du moment où tout le monde a une connaissance commune de qu'est-ce que pourraient être les soins de santé demain, qu'est-ce que pourrait être la place des patients demain, quelle est l'évolution technologique, quelle est l'évolution écologique, philosophique et autres. Donc on a créé 4 soirées avec un panel d'orateurs complètement différents mais qui permettent justement d'aller chercher l'expertise de ces orateurs et de projeter les gens dans le futur et de créer, entre guillemets, cette volonté d'apprendre et cette volonté de connaissance. Et au sortir de ces soirées, certains m'ont dit, ouais, c'est chouette. Et ce qu'on a fait pour certains, c'est on avait acheté leur bouquin, on l'avait offert aux participants. Et rien que ça, c'est le fait de dire, OK, si vous voulez, vous le lisez, si vous ne voulez pas, vous le ferez. Enfin, je veux dire, pas de souci. Et en fait, il y a beaucoup de retours positifs sur le fait de se dire, c'est génial parce que ça nous ouvre, entre guillemets, à demain et ça nous questionne aussi et on a envie d'aller plus loin sur certaines thématiques. Et chacun va chercher ce qu'il a envie d'aller chercher. Et donc, je ne vais pas dire que demain, il faut faire le guide en 10 points de ce qu'il faut étudier pour demain, certainement pas. Je pense qu'il faut se laisser cette créativité parce qu'au plus on conditionne les personnes à aller dans une seule direction, au plus on brime une créativité. Et c'est ça l'enjeu, c'est dans les compétences, soyez curieux, apprenez et devenez créatif en fait. Et je pense que la créativité, elle est possible pour tout le monde, mais la forme ne sera pas la même pour tout le monde. Oui, justement, comment on peut faire preuve de créativité dans le milieu hospitalier? Il y a mille et une raisons par rapport à ça, mille et une possibilités, rien qu'en disant, en ne confondant pas innovation et innovation technologique. Et donc, c'est comment parfois repenser simplement la présence au patient ou l'information au patient. Et je reviens toujours sur un exemple où, il y a quelques années, j'ai 2 responsables d'équipe qui sont venus me trouver en disant, Monsieur Dufour, ce qui serait top, c'est de mettre en place des séances d'information aux patients parce qu'on pense que nos patients sont pas assez bien informés, ils sont Mm. anxieux et autres. Et je leur dis, OK, allez-y, faites-le. Et moralité, qu'est-ce qu'on a observé? C'était que toutes ces séances d'information préalables, donc c'est quelque chose qui remonte déjà maintenant à une dizaine d'années, permettaient d'avoir des patients qui arrivaient moins stressés, moins anxieux, qui avaient une vision de leur hospitalisation plus sereine, avec des démarches qui avaient déjà été entreprises. Et donc, c'est un élément de créativité. C'est un Mm. élément de créativité parce qu'on repense quelque chose qui existait préalablement, mais on le repense différemment, avec une approche pluridisciplinaire, par exemple. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, tu parlais de livres tout à l'heure. Il y en a un, j'espère en tout cas que tu vas leur distribuer. Puis on va en parler un petit peu. C'est notre projet commun, ce fameux livre sur les soft skills qui sort à la fin du mois de septembre. Tu nous parles un petit peu de ta partie, si j'ose dire. Ah oui, non, 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 bien sûr, bien sûr. Ma partie, elle est relativement simple parce qu'elle va toucher au cœur même de l'entreprise. Et le cœur même de l'entreprise, ben, c'est mission, vision, valeur. Et comment peut-on bâtir euh, un socle de compétences d'apprentissage sur une mission, vision et valeur, et sur base d'expériences qui sont des expériences internationales, que ce soit Microsoft, Ben Jerry. On va aussi parler de Patagonia. Comment ces personnes ont pu inspirer et manager en temps de crise et en temps normal sur un cadre de valeur suffisant et comment ce cadre de valeur vient influencer les soft skills à développer, tels que la communication, tels que la curiosité et autres, pour pouvoir vraiment s'appuyer et développer l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on sait de manière globale, comme on est face à un désengagement des collaborateurs, hein, il y a un Mm. article en France assez fort sur le sujet. Donc, c'est comment redonner l'envie et comment être cohérent, et donc cohérent et congruent dans l'approche qu'on peut avoir dans ce cadre de mission, vision, valeur et de soft skills pour vraiment arriver
à déployer. Et pour moi, ce qui est important, c'est de bien situer les soft skills où elles doivent être. C'est-à-dire que si quelqu'un est bourré de soft skills, mais qu'il n'a pas les compétences techniques ou les compétences attendues par son métier, ça n'ira jamais. Et donc, il faut trouver un bon équilibre. Et ce bon équilibre, on attend quelqu'un à un endroit parce qu'il a les compétences par rapport à cet endroit, mais on attend quelqu'un à un endroit qui se développe parce qu'il aura toutes les compétences pour se développer. Et c'est là où on va vraiment faire partie des soft skills. C'est intéressant ce que tu dis, tu vois, j'avais une discussion dans un podcast qui sortira bientôt, juste après le tien d'ailleurs, avec une personne qui est spécialisée en RH, et on se disait la même chose justement, on a tendance à opposer parfois soft skills et hard skills. Non, non, c'est vraiment un socle commun qui fait que on a besoin des deux pour évoluer, effectivement, on peut pas faire l'abstraction ni de l'un ni de l'autre. Euh, on est dans un domaine là où les soft skills commencent petit à petit à prendre de l'importance, mais ça reste encore assez abstrait pour pas mal de gens. Comment toi, au niveau de l'hôpital, tu arrives à sensibiliser les gens sur le développement de ces soft skills? En ne les appelant pas des soft skills. Déjà, hop. Voilà. Habileté comportementale? Mais Compétences? vraiment, ce qu'on va travailler, c'est plutôt allez, attitude, comportement et développement. Exemple, on a mis en place maintenant depuis 2, 3, plus 4, 5 ans, les entretiens de fonctionnement euh, qui ne sont pas des évaluations, mais qui sont plus faits pour le développement personnel. Et donc, c'est d'aller chercher, et quand je dis le développement personnel, je ne veux pas dire le développement personnel, mais c'est plutôt les habiletés des personnes à pouvoir travailler, et s'intégrer et collaborer, guider et autres dans un environnement qui est le nôtre. Et c'est comment arriver à faire prendre conscience en fonction des profils des personnes, de se dire, bah, tiens, par exemple, ta communication, c'est quelque chose qui pourrait être développé différemment. Alors, est-ce qu'on parle d'une formation en soft skills communication? Non. Parfois, c'est simplement, bah, OK, c'est quoi ton besoin? Ben, mon besoin, c'est par exemple d'être moins confronté à une prise en direct de l'émotion dans la discussion. Ah, bah, OK, tiens, est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu de gestion émotionnelle ou est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de communication non violente? Et donc, c'est de déployer toute une série d'outils sans enfermer les gens, sans enfermer les gens dans ces outils, mais plutôt en leur donnant, bon, voilà, ça c'est votre boîte à outils, et vous allez chercher au fur et à mesure les éléments qui vont vous permettre de, de vous sentir plus à l'aise. Et donc, c'est vraiment bon avoir une position dominante. Moi, je ne je suis pas un grand fan des outils de classification, de t'es rouge, t'es vert, t'es jaune, ou t'es ISTJ, ça a son utilité parce que ça permet de donner des points de référence. Mm, Et de dire, bah, tiens, attention, aujourd'hui, il faut peut-être plus attention à ceci ou plus attention à cela. Ok, est-ce que vous confirmez? Mais ça ne doit pas. Il faut garder le dialogue ouvert. Et par rapport à ça, c'est dans le projet d'entreprise et dans le projet individuel, comment on arrive à faire un bout de chemin ensemble. Mais il y a vraiment une notion qui est importante, c'est de ne pas tomber dans un dictionnaire ou dans un vocabulaire un peu trop bullshit ou mot valise. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que au quotidien, on travaille avec l'humain pour l'humain et avec l'humain, et qu'il faut rester aussi dans cette relation respectueuse de personne à personne et de contribuer à quelque chose qui est plus grand. Et donc, comment on fait évoluer, comment on travaille ensemble, parce que c'est vraiment ça qui est, hein, donc comment on mm, travaille ensemble pour que les gens, pour que ça puisse bien matcher entre mission, vision, valeur, ce que les personnes apportent, ce que nous apportons, et qu'on fasse grandir l'entreprise. Mais ça passe par, effectivement, mission, vision, valeur, ça passe par un plan de développement de l'institution, ça passe par des échanges authentiques. Et voilà. Merci pour la pub. Parfait. Échange authentique, on est bon. On est super. Ok, on parle quelques secondes de la conférence, puisque tu sais qu'il y a une conférence qui arrive, on en parlait tout à l'heure. Euh, quel message tu souhaites faire passer? Donc, je précise, petite info au passage, donc 28 septembre à Paris, conférence et lancement du livre, donc Soft Skills, une nouvelle clé du succès, auquel nous avons participé tous les deux, et donc on en profite pour se faire un peu de pub, tant qu'à faire, il n'y a pas de raison. Euh, Quel est ton objectif et ton message sur ce domaine-là? Est-ce que tu restes sur mission, vision, valeur aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de développer un petit peu plus? Mais donc, on va rester sur mission, vision, valeur, mais ce que j'apprécie dans cet ouvrage, c'est qu'il amène un regard pluriel, en fait, et c'est que chaque personne qui a contribué avec son regard, sa lecture des Hmm, éléments soft skills.
Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est quoi ce livre un peu, waouh, demain, les soft skills, c'est la direction unique. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul et vraiment avec la logique de se dire, attention, il y a quand même toute une série de personnes qui se sont posées pendant plusieurs semaines, plusieurs mois à écrire un chapitre avec leur vision, avec leur Mm. impact et avec des approches qui sont ouais, tout à fait intéressantes. Allez, je ne vais pas citer chaque chapitre, mais ton chapitre, le chapitre de Caroline, le chapitre des deux Florence, sont des chapitres qui, pour moi, ont été plus marquants en termes de lecture. Mais voilà, ça n'enlève rien du tout à la contribution de Romain ou de Corinne, comment, Morgane, Jérôme et voilà. Jérôme, voilà, Linda. Ouais. Linda. Et donc, clairement, mais je pense que c'est vraiment important de se dire, là derrière, euh, je pense que ce bouquin, si je devais le synthétiser, reflète bien toute notre conversation. Mm. C'est quoi? C'est l'envie d'apprendre et l'envie de partager. Et donc, oui, toutes ces personnes sont issues d'un set de formation sur les soft skills. Et le résultat final, c'est, ben voilà, on a pris du recul par rapport à tout ça. Et maintenant, on vous communique un peu notre vision des choses Mm. par rapport à cette formation et par rapport à ce qu'on a pu apprendre. Et on est vraiment dans le transfert de connaissances. Et voilà. Donc, moi, je vous dirais simplement, c'est un samedi, c'est à Paris, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et on en discute avec grand plaisir, quoi. Bon, super. J'ai deux petites questions et puis je vais te libérer parce que je sais que tu as un emploi du temps plus que chargé. Euh, Quel premier conseil tu donnerais à toutes les personnes là qui ont envie de se réorienter ou qui ont envie de se remettre à l'apprentissage et qui ont un petit peu peur? Est-ce que toi, dans ton expérience, tu aurais quelque chose à leur apporter? Oui, en fait, il faut pas. Le fait d'avoir une peur de se remettre à l'apprentissage est un bon signal. Mm. Parce que ça veut dire qu'on se met en mouvement pour quitter sa zone de confort. La bonne chose, c'est d'avoir le courage de dépasser sa zone de peur et d'arriver dans la zone de croissance. Mm. Et donc, c'est vraiment ça le message de fond. C'est que avoir peur est normal. Dépasser sa peur, c'est une question de volonté. Ok. Bon, alors j'en ai une dernière quand même. Je t'avais dit que j'avais une dernière qui n'est pas préparée, celle-ci, mais je fais exprès. Pour toi, Adrien, quelle est ta dernière expérience d'apprentissage? Et est-ce que tu arrives à nous dire un petit peu ce que tu as appris récemment et surtout comment tu t'es ressenti? Et ma dernière expérience d'apprentissage, elle est relativement simple. C'est une formation au niveau du MIT sur tout ce qui est digitalisation et intelligence artificielle au niveau des soins de santé. Euh, Ce que j'ai appris, ben, j'ai beaucoup apprécié cette formation parce que ça permet de remettre un peu en perspective ce qui se fait, ce qui existe et comment on pourrait se projeter demain. Et donc, c'est vraiment dans ce rôle de projection. Mais ce que j'aime bien dans cette formation, c'est le fait de pouvoir, au-delà du transfert de connaissances, c'est de pouvoir bien réfléchir sur quels sont les concepts, quels sont les éléments pour lesquels il faut être prudent et est-ce qu'il n'y a pas un cadre à développer autour. Je prends souvent cette phrase que j'ai entendue plus jeune dans un film à succès, et ce film, tout le monde va en rire, mais c'était Les Sous-doués. Et à un moment donné, un prof dit, c'est une citation de Montaigne hein, qui dit ce qu'on souhaite, c'est des têtes bien faites et pas des têtes bien pleines. Et je pense que c'est ça l'enjeu de l'apprentissage, c'est d'essayer de conserver au maximum une tête bien faite et pas une tête trop pleine, parce qu'au final, Hmm. c'est trop plein, ça ne sert pas à grand-chose. Parfait. Et on va rester là-dessus, on peut pas en dire plus. Merci beaucoup, Adrien. Bah, on se voit bientôt. Oui, absolument. Et puis, on invite tout le monde, bien sûr, à nous rejoindre le 28 septembre. Merci encore pour ta participation. Merci À Stéphane. bientôt. Merci.